Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2023, au lendemain d'une séance plutôt mitigée, hein. Ça fait quelques séances qu'on peut constater le retour de l'appétit pour le risque. Légère aversion au risque hier, et on va en parler justement pourquoi les actifs risqués se replient après de nombreuses séances consécutives de hausse. Alors, malgré cela, hein, il faut noter tout de même que les indices européens ont réussi à terminer la séance d'hier en données journalières dans le vert. Le DAX a clôturé aux alentours de ses sommets sur 11 mois, soutenu principalement par une série de résultats trimestriels optimistes et des signes d'apaisement des pressions inflationnistes. Alors, dans ce contexte-là, le chancelier allemand a déclaré à Bloomberg que la plus grande économie d'Europe devrait pouvoir éviter une récession cette année. À Wall Street, hein, c'est un autre son de cloche, hein, donc on a effacé les hausses dès le début de séance, et donc on a clôturé en baisse, hein, et pour cause. euh, les réactions à certaines données optimistes, hein, dont on a pris connaissance ont été éclipsées par une nouvelle série de commentaires au quiche des membres de la Réserve fédérale américaine, dont Bullard de la Réserve fédérale américaine, qui a déclaré que la Fed devrait agir le plus rapidement possible pour atteindre 5%, puis par la suite ajuster son comportement aux données entrantes. Alors les projections de décembre suggèrent que les taux d'intérêt augmenteront dans la fourchette de 5,25% à 5,5%. Selon lui, les taux d'intérêt doivent être plus élevés, ils ne sont pas encore à un niveau suffisamment restrictif. Et d'un autre côté, Mester de la Fed a déclaré que les taux directeurs devraient augmenter légèrement au-dessus donc de la fourchette des 5,25% projeté par les décideurs pour la fin de l'année 2023. Mester aimerait également voir l'inflation baisser plus rapidement avant de pouvoir soutenir une pause dans les prochains mois. Donc, ce sont des commentaires qui ont quelque peu calmé, si je puis dire, l'appétit pour le risque. Et d'un autre côté, Georges de la Fed a déclaré que la Banque centrale américaine devrait avant tout rétablir la stabilité des prix, ce qui veut dire une inflation à 2%. Donc, d'un autre côté, l'inflation PPI aux États-Unis a encore baissé en décembre à 6,2%. Mais d'un autre côté, on a pris connaissance d'une baisse plus importante que prévu des ventes au détail. Et cela a ravivé, encore une fois, les espoirs que la Fed ralentira, hein, ses hausses de taux. Mais d'un autre côté, ça ravive les craintes de récession. Donc, les marchés sont vraiment mitigés, même si effectivement ce sont les vendeurs, hein, qui ont repris le contrôle. On a quand même un certain espoir d'un ralentissement de la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine. Du côté des résultats, Goldman Sachs a quelque peu effrayé, donc prudence avec cette saison des résultats. Cela a d'ailleurs largement pesé sur le Dow Jones avant-hier, même si Morgan Stanley, d'un autre côté, a réussi à rassurer. Alors du côté des matières premières, le pétrole avait gagné plus de 2% suite à des rumeurs concernant d'éventuelles réductions de la production en Russie. Aux États-Unis, les républicains veulent interdire au président de décider de la gestion des réserves stratégiques de pétrole, hein, parce que souvenez-vous, on en a parlé, Joe Biden a beaucoup intervenu sur les réserves stratégiques avec des très bonnes stratégies de trading d'ailleurs, hein, une accumulation des stocks des réserves stratégiques lorsque le pétrole est au plus bas et une vente des réserves stratégiques lorsque le pétrole est au plus haut. Pour l'instant, il a eu un très bon timing, mais les républicains veulent lui mettre des bâtons dans les roues et interdire à Joe Biden de décider de la stratégie à adopter sur les réserves stratégiques pour les États-Unis. Mais par la suite, donc, le pétrole a renoncé à cette dynamique haussière après que le sentiment global de marché se soit détérioré, hein. C'est la principale raison. Et donc le pétrole WTI s'est éloigné des 82,40 $ pour aller se stabiliser aux alentours des 79 $, hein. C'est le niveau actuel, comme vous pouvez le voir sur le pétrole WTI, quand le Brent est aux alentours des 84,30 $. Alors, concernant le gaz naturel, 7% de baisse supplémentaire, un plus bas depuis juin 2021, malgré les prévisions météorologiques qui indiquent des températures inférieures aux moyennes de saison.
pour la fin du mois de janvier. C'est ce que l'on attendait hein, en vue d'un rallye. Je garde hein, toujours cette vision-là, un éventuel rallye à la fin janvier, début février, suite à une vague de froid aux États-Unis. Mais en tout cas, pour le moment, le gaz naturel, sans faire abstraction de ce scénario, un scénario hein, qui ne s'est toujours pas concrétisé, même si les prévisions météorologiques plaident en ce sens. Pour le moment, hein, le gaz naturel continue de perdre du terrain, plus de 7% encore une fois. D'un autre côté, la production de gaz naturel aux États-Unis devrait augmenter de plus de 2% cette année pour atteindre une moyenne quotidienne record de 100,3 milliards de pieds de cubes. Et donc ça, c'est une information qui nous provient de l'EIA. Donc voilà pour le marché de l'énergie, donc pétrole et gaz naturel. Maintenant, il est temps de s'intéresser à l'aspect technique des marchés. On va commencer comme d'habitude par les indices. Alors un DAX qui, comme vous pouvez le voir ici, n'est pas parvenu à aller chercher ce niveau-là, c'est les 15 420, les vendeurs reprennent le contrôle, alors peut-être un pullback hein, sur le seuil psychologique des 15 000 points avant d'éventuellement reprendre la dynamique haussière. En tout cas, on garde à l'esprit que les perspectives haussières restent clairement d'actualité tant que les prix du DAX, tant que les cours du DAX se situent au-dessus des 14 700 points. Il faudrait casser les 14 700 pour estimer que les perspectives sont dorénavant baissières. Et vous noterez que cela correspond bien entendu au sommet intermédiaire B, hein, parce que cela annule la projection de Soda qui nous renverrait au seuil psychologique des 16 000 points. En plus de cela, à l'heure actuelle correspond au nuage, et donc hein, si on a un range et ensuite une cassure, ça correspondra toujours au nuage, hein, donc ce sera, si je puis dire, un double signal, une confirmation peut-être du signal baissier. Alors en données H4, pas de nouveau hein, ici, ça ne nous apporte pas plus d'informations. Donc pour résumer, on reste haussier, peut-être un éventuel test du seuil psychologique des 15 000 points qui permettrait aux acheteurs de reprendre la main sur ce marché-là pour enfin aller essayer de s'installer au-dessus de 15 430 points en vue avec pour cible ce seuil psychologique. On passe à présent au Nasdaq. Alors, un Nasdaq qui, à l'image hein, des indices, à l'image de Wall Street, s'est replié hier. La baisse se poursuit pour les futurs. Nasdaq, comme vous pouvez le constater, on n'a pas eu de sortie de nuage. Hein, cette sortie n'a pas eu lieu. Et donc, la lagging span également se replie. En données H4, on a cassé la quille jaune. On retrouvera un support aux alentours des 11 400 points, aux alentours du nuage. Ce serait un niveau opportun pour les acheteurs pour reprendre la main. Et cela maintiendrait intactes les perspectives haussières parce qu'on ne sera pas passé en dessous de notre point B. Hein, de la même manière pour le DAX, ce que l'on a dit, c'est qu'effectivement, on maintient le biais haussier tant qu'on n'est pas passé sous le point B, parce que ici, hein, soyons clairs, le point A est là, le point B est là, le point C est à ce niveau, et notre but, c'est d'aller chercher le point D qui pourrait être ici. C'est toujours d'actualité, ce scénario est toujours d'actualité tant qu'on se maintient au-dessus du sommet intermédiaire B. C'est exactement la même chose hein, ici pour le Nasdaq. Les perspectives restent haussières tant qu'on se maintient au-dessus de notre point B qui est aux alentours du nuage Ishimoku. Donc un très bon endroit ici, 11 400 points, qui pourrait permettre aux acheteurs de reprendre la main sur le Nasdaq. Concernant le S&P 500, alors ici, on avait eu la sortie de nuage, hein, contrairement au Nasdaq. Je vous le rappelle, le Nasdaq a longé la SSA pour réintégrer le nuage. Le S&P 500 avait fait mieux. Ce dernier était sorti du nuage tout en franchissant la moyenne mobile simple à 200 périodes. Tout ce qui nous manquait venait d'ici. Cette validation du signal, cette lagging span qui devait simplement franchir ce dernier obstacle, la Tenkan, pour valider le signal. Également la moyenne mobile 200 au passage, mais principalement la Tenkan que l'on retrouve ici. Cette dernière a échoué. Elle est en train de tester la quille jaune à l'heure actuelle. Cela se reflétait par un repli et donc une réintégration du nuage. Voilà pourquoi il vaut mieux attendre une validation du signal Ishimoku fourni par la lagging span avant d'entrer en position. Mais en tout cas, cela ne me remet pas en cause la tendance haussière pour l'instant. En données H4, on a franchi notre point B. On a encore le nuage. Cet objectif n'est plus d'actualité, hein, ça diffère des autres indices, mais la tendance haussière n'est toujours pas remise en question. Si on venait à passer sous les 3915 points, effectivement, là on pourrait s'attendre à un repli en direction des 3866, voire même à un nouveau plus bas de court terme. Donc pour le moment on tient bon, on n'a plus d'objectif hein, par contre pour le S&P 500, alors que les objectifs sont toujours d'actualité pour le Nasdaq, pour le DAX également.
Mais pour le S&P 500, ce n'est plus le cas. On est passé sous notre point B. Maintenant, reste à voir si on va franchir le nuage. Bien entendu, si on franchit le nuage sur le S&P 500, cela veut dire que l'on invalide la projection de Soda pour le Nasdaq, parce que le Nasdaq devrait suivre. Et le Dow Jones à présent. Concernant le Dow Jones, on réintègre le nuage ici. On est bien loin de le franchir pour le moment. Peut-être un double sommet éventuellement, même s'il manque quelque peu de précision. Donc, même si les perspectives restent de d'un point de vue technique, attention à ce que nous dessinent les marchés. Est-ce que c'est un double sommet? Ça manque clairement de précision. J'aurais largement préféré que le second sommet, bien entendu, aille jusque-là, jusqu'aux 34 630 points. Ce n'est pas le cas, mais bon. Même si elle n'est pas parfaite, cette figure, on doit en tenir compte. On a une ligne de coup aux alentours des 32 750 points. Donc attention, si on casse ce niveau-là, effectivement. Alors ça devient un peu brouillon parce que j'ajoute beaucoup d'éléments, mais je vais essayer de faire le ménage après pour que ce soit beaucoup plus clair. En tout cas, l'objectif théorique se situerait à ce niveau-là. Et ce niveau correspond à 30 800 points très exactement. Donc voilà l'objectif théorique. Si jamais il y a un retour, une poursuite de la version au risque qui est réapparue hier, donc on a une ligne de coup aux alentours des 32 750. Donc c'est ce qu'il faut surveiller ici pour le Dow Jones. Aujourd'hui, on a des configurations légèrement différentes selon les indices. Ça s'explique simplement par la saison des résultats qui crée une décorrélation, hein, parce que par exemple lorsqu'on a Goldman Sachs qui déçoit de par ses résultats, cela pèse sur le Dow Jones mais ça ne pèse pas sur le Nasdaq. Et d'un autre côté, on avait Tesla qui a retrouvé des couleurs, donc cela a justement favorisé les valeurs technologiques. C'est pour ça qu'on a une petite décorrélation et qu'on a des figures, des configurations techniques qui diffèrent, que ce soit pour le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq. C'est dû à la saison des résultats qui a débuté avec les grandes banques américaines. On passe à présent sur les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, on marque le pas à l'heure actuelle. Vous voyez, on a ce fameux palier sur le Bitcoin. On n'est pas parvenu à le franchir, 21 673 $ environ. Donc les crypto-monnaies n'ont pas échappé au retour de la version au risque. Alors à voir, est-ce qu'on va passer sous les 20 000 $? Prudence, si on passe sous les 20 000 $, alors, pardon, excusez-moi, dans ce cas-là, ce sera clairement pour aller combler le gap. Si on va combler le gap, donc ce serait pour aller chercher 19 500. Donc je ne vois pas le Bitcoin aller à 20 000 $, s'arrêter, donc combler un tiers du gap et repartir à la hausse. Donc on reste extrêmement prudent. Ici, concrètement, si on casse les 20 250, c'est pour aller chercher les 19 500. Donc ça reste plutôt intéressant, ça fait quand même un repli de 4%. Donc peut-être quelque chose à faire ici sur le Bitcoin, éventuellement à la baisse. Il faut surveiller donc le sentiment de marché. Si le scénario baissier que l'on a énoncé sur les indices venait à se réaliser, donc invalidation de la projection de Soda pour le Nasdaq, invalidation de la projection de Soda pour le S&P 500 et éventuellement cassure de la ligne de coup sur le Dow Jones, ligne de coup de la figure en double sommet. Si tout ça se réalise sur les indices, ça veut dire que le Bitcoin va aller à 19 500 $. Ici en données H4, ça ne nous donne pas grand chose de plus. L'Ether. Alors l'Ether, c'est très intéressant. Donc pareil, hein, concernant le comblement du gap, en cas de poursuite de la version au risque, ici on va aller combler le gap, c'est pareil pour l'Ether. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le scénario haussier. Très intéressant, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un double creux façon au soda. La condition la plus compliquée est remplie. Ici, hein, on a 26 bougies environ entre le creux A et le creux C. Parce qu'ici, on a A, B, C. Et ça, c'est un double creux façon au soda. Ça a été formé sous le nuage avec environ 26 périodes, plus ou moins, entre les deux points A et C. Par la suite, ce que l'on a eu, c'est une intégration du nuage, croisement de la Kijun et de la Tenkan. Donc ça, c'est une autre condition. Sortie du nuage par le haut. Et on a eu l'ultime confirmation. Ce que nous dit Osoda avec cette figure, hein, j'en parle souvent pendant les salons, lorsque je parle des projections d'Osoda et de cette figure. Lorsqu'il y a des gaps à la sortie de nuage, ça renforce cette figure. Ici, on a tout. On a même les gaps, chose que l'on n'a pas souvent. Donc ça nous donne 3 objectifs. On a déjà atteint le premier. E1. Que nous dit la théorie? En moyenne, lorsque cette figure se forme, les prix vont au minimum chercher E2. Avec un peu de chance, on a une probabilité d'environ 20% d'aller chercher E3. Mais en moyenne, notre objectif c'est E2.
E1 est toujours atteint. Malheureusement, on vient un peu trop tard, hein, on est allé assez vite à E1. Donc maintenant, notre but est d'aller chercher E2. C'est quand même 16,6%. Donc voilà pour cette figure. Je pense qu'il y a des ressources là-dessus, ici en formation, vu que j'en ai beaucoup parlé lors de masterclass en ligne, mais également lors de différents salons. Salon du trading 2021 peut-être. Donc n'hésitez pas à chercher cette formation. Je parlais justement de cette figure-là, double creux façon soda, très intéressant, on la retrouve ici. Alors en données H4, pas grand-chose, on peut passer directement sur les matières premières. Pas de grand changement sur les matières premières, j'ai toujours le même biais sur le gold, on y va presque, on va casser les 1922 $ l'once pour aller chercher les 1955. Attention à 1955. À ce niveau-là, on pourrait éventuellement se replier. Mais en tout cas, très belle hausse du gold. On l'a suivi de près depuis la sortie de nuage, depuis ce fameux double creux, un objectif théorique qui avait été réalisé assez facilement. Et maintenant, on attend les 1955 $ l'once. Le silver aussi, on attend qu'il aille chercher les 25 $. Pourquoi pas les 27,37 ? Donc pour le moment, c'est plus ou moins stationnaire hein, sur les métaux précieux, donc pas de changement. On a parlé de toutes ces configurations à maintes reprises. Pétrole WTI, ça va nous intéresser. Vous voyez ici, c'est très intéressant. C'est en données H4. Hein. On commence par les données H4. Il va falloir que je retravaille mon graphique journalier. Alors le pétrole WTI, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir à quel niveau on s'est replié et à quel niveau on s'est retrouvé. Ici, ce qui m'a l'air de fonctionner actuellement, ce sont les retracements de Fibonacci. C'est un outil d'une simplicité extrême, n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc ici, si on se hisse au-dessus des 38,2%, ce sera à nouveau pour aller chercher, tout simplement, c'est aussi simple que ça, le retracement à 50%. Donc c'est ce que l'on va éventuellement attendre avant d'aller chercher les 85 $. Hein, ce serait le prochain niveau pour le pétrole WTI. Ici, on a eu un léger repli. Je pense qu'on pourrait retrouver des couleurs sur le pétrole et cela pourrait se refléter en cas de cassure de ce niveau-là, mais plus largement du seuil psychologique à 80 $ qui nous permettra de nous assurer un retour au 82 sur le pétrole WTI. Le gaz naturel continue son repli, marque un nouveau creux. On s'éloigne davantage de la zone que l'on vise, la zone que l'on cible, entre les 5,50 et les 6,50, mais il pourrait y avoir un décollage imminent. Décollage imminent pour aller chercher les 5,500, ça veut dire près de 70% de hausse. Si on va chercher les 6,500, ça veut dire 99,5% de hausse. C'est ce qui pourrait arriver, mais attention tout de même. Les stocks sont remplis. On a pris tellement de précautions qu'on est vraiment sur des niveaux records hein, d'un point de vue des stocks. Donc, c'est vraiment ce qui me fait peur, ce sont ces stocks, notamment sur 5 ans. Il faut vraiment des conditions météorologiques exceptionnelles par rapport à la saison pour espérer ce scénario-là, mais c'est quelque chose d'assez fréquent. Donc, je m'attends en tout cas à un creux. Prochain, c'est peut-être le creux. On a peut-être atteint le plus bas ici hein, sur le gaz naturel. Mais est-ce que l'éventuelle hausse qui va venir après va perdurer ou non? Ça va vraiment dépendre de la météo. Et effectivement, s'il y a une vague de froid aux États-Unis fin janvier, début février, là on peut s'attendre à une hausse de près de 100% du gaz naturel, je le dis. Et j'y crois. Si les prévisions météorologiques, si la météo venait si les températures étaient largement en dessous des moyennes de saison à partir de fin janvier, début février. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur l'énergie, un mot sur le marché d'échange. On a toujours un dollar faible, vous voyez le dollar qui est allé chercher du bout de la mèche inférieure ce niveau, les 101,250 qui représente ici le creux du 30 mai 2022. Cela permet à l'euro-dollar de se maintenir sous les 1,0950 et on attend simplement la cassure de ce niveau pour aller chercher les 1,12500. C'est notre objectif, c'est la projection de Soda ici c'est la projection de Soda de la vague haussière qui a réussi à casser cette oblique baissière qui reliait tous les sommets depuis
le mois de juin 2021. Donc un objectif toujours de l'actualité pour l'euro-dollar, cela signifierait un approfondissement des baisses sur le dollar américain. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Alors désolé de ne pas avoir été en mesure ces derniers jours de faire de vidéos. Pour tout vous dire, les vidéos ont été enregistrées à chaque fois et j'ai eu des problèmes techniques, donc je n'ai pas pu les publier sur YouTube. J'espère que le problème est résolu. J'espère retrouver une meilleure fréquence de publication de Good Morning Market pour avoir au moins 4 vidéos par semaine. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre attention, votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading et je vous donne rendez-vous à demain, vendredi, pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.